Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un jeu dont on a beaucoup parlé dans notre article récent, Blood on the Clock Tower. On l'a qualifié d'anomalie magnifique ou encore d'expérience ludique ultime. Des mots un peu forts peut-être. Et pour savoir si on a eu raison, je crois qu'il faut partir d'une question, d'une frustration même, que tout le monde a déjà vécue. Qui n'a jamais été éliminé au premier tour d'un loup-garou Ah oui, et qui n'a pas passé les 45 minutes suivantes sur son téléphone, quoi. c'est exactement ça. C'est le point de départ de toute notre analyse, en fait. Le jeu ne fait pas qu'améliorer une formule, il la réinvente complètement en s'attaquant à ce défaut structurel qui est juste hyper frustrant. C'est ça. Et la première révolution, celle qu'on aborde d'entrée dans l'article, c'est que la mort, ce n'est pas une fin. Non, c'est juste on l'a écrit comme ça, un changement d'état civil. J'adore cette formule. On devient un fantôme, mais on parle, on continue d'enquêter, de débattre. Et surtout, on conserve un vote. Un seul. Mais un vote qui peut être décisif. Totalement. Du coup, l'ennui est juste banni de l'équation. C'est impossible de s'ennuyer. Et la tension reste totale jusqu'à la fin. Parfois, j'ai même l'impression qu'être mort, c'est un avantage. On n'a plus peur d'être exécuté, du coup, on ose plus de choses. Oui, tout à fait. On devient une sorte de guide pour son camp, libéré de la peur. C'est brillant. Mais une fois qu'on a réglé ce problème de l'élimination, le jeu s'attaque à un truc encore plus profond. Ah, tu penses au statut ivre et empoisonné. Exactement. C'est là que ça devient, pour moi, du pur génie. On peut être un enquêteur, on reçoit une information du compteur et cette info, elle est complètement fausse. Et le pire, c'est qu'on l'ignore. Voilà. On est persuadé de détenir la vérité. C'est ça qui est fascinant. La question, du coup, c'est plus seulement qui ment où. La question devient, est-ce que l'information que j'ai, moi, est fiable? On se met à douter de soi-même. Et le compteur, ce chef d'orchestre malicieux comme on l'appelle, il ne ment pas au hasard. Il suit des règles très précises liées au personnage. La désinformation est une mécanique, pas de l'arbitraire. La paranoïa devient délicieuse et surtout elle devient stratégique. Bon, tout ça a l'air incroyable, mais parlons du sujet qui fâche et qu'on a aussi dû aborder dans l'article. Le prix. On parle quand même d'environ 130 euros. Oui, Comment on justifie ça? C'est la question clé. Et la réponse, elle tient en un seul mot, le grimoire. le grimoire. Ce n'est pas une simple boîte de jeu. C'est un vrai cockpit de pilotage pour le compteur. Imagine une grande boîte doublée de feutrine où tout est parfaitement organisé. Ça transforme la gestion du jeu, qui pourrait être un vrai cauchemar, en pur plaisir. Donc on paye pour le confort du compteur en fait. On paye pour la fluidité de l'expérience de tout le groupe. Un bon compteur avec cet outil, c'est la garantie d'une partie immersive, sans accroc. C'est un investissement. C'est un objet de luxe, oui, mais un luxe au service du jeu. D'accord, donc avec cette complexité, ce prix, ce besoin d'un compteur très investi, on est d'accord que ce n'est pas un jeu pour tout le monde. Ah non, absolument pas. C'est pour ça qu'on a conclu l'article là-dessus. C'est un jeu pour les grands groupes, des gens motivés qui aiment débattre, argumenter. Pas pour trois timides qui veulent des règles en 30 secondes. C'est ça. Et d'ailleurs, l'arrivée de la version française, c'est vital. C'est un jeu qui repose sur la nuance du langage, sur la plaidoirie. La barrière de langue était un vrai frein. Donc, pour résumer ce qu'on a essayé de transmettre dans notre article, Blood on the Clock Towers, c'est beaucoup plus qu'un jeu. C'est une machine à créer des histoires, une sorte de pièce de théâtre improvisée. C'est exigeant, c'est sûr, mais c'est inoubliable. On a terminé l'article en disant que si le mensonge est un art, ce jeu, c'est le musée du Louvre. Une belle conclusion. Et ça soulève une dernière question, je trouve, une fois qu'on referme la boîte. Dans un jeu où même la vérité qu'on croit détenir peut être une illusion, qu'est-ce que ça nous apprend sur la fragilité de nos propres certitudes au quotidien?